qui permet de savoir ce qu'est le product management. Et ce live est destiné à ça, savoir qu'est-ce qu'un PM fait. Du coup, merci à tous les directrices et directeurs produits qui vont, qui vont venir sur ce live. On a l'honneur d'avoir 3 tables rondes, du coup, avec qu'est-ce que le product management, qui est avec Renaud et Fanny. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Merci. J'espère que vous allez bien. Super. Parfait. Super, très cool, très, super. Très super. Ravi d'être là. On va voir les grands volets du métier, on va savoir exactement justement de la phase de discovery à la phase de delivery ce qu'on attend d'un product manager et aussi comment est-ce qu'on devient product manager. Pour terminer ça, merci déjà aussi à Marine Bonlieu, merci à Le Ticket, merci du coup à Rémi, Thomas, Romaïssa, Yannick, Renaud, Fanny, Alexandra, Savinien, Audrey, Anso, Sarah et Benoît qui ont coécrit le livre. Déjà merci vraiment infiniment parce que sans vous on n'aurait pas pu sortir ce livre. Merci aussi à Marine Dupin, merci à Édouard Blondeau, merci à Jennifer, Jean, Nicolas, Cédric, Nathanaël et surtout la maison d'édition Erol qui nous a soutenus durant tout le projet. Merci infiniment parce que sans vous ce livre ne serait pas sorti. Donc on va commencer par la première table, c'est qu'est-ce que le product management, et j'ai l'honneur d'avoir Fanny et Renaud sur ce plateau. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Ça va toujours? Parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs, s'il vous plaît? Fanny. Oui, bien sûr. Fanny, je suis CPO de Toucan Toco. Et auparavant, j'ai démarré dans le produit il y a environ une douzaine d'années. Et dans le digital, il y a un peu plus. On en parlera peut-être. Et en tout cas, ravi d'être là et pour parler produit. Eh ben, merci d'être là. Merci d'avoir accepté d'avoir coécrit le livre et de venir sur ce plateau. Renaud. Eh ben, moi, c'est Renaud Elgozi, je suis Head of Product, ex-Mythic, ex-Tenablon, ex-Aika. Voilà, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le product management et je suis ravi d'être ici pour en parler. Ça va être super. Pour la 10e fois peut-être sur Peut-être ce je plateau. squatte un petit peu ce plateau, c'est vrai. T'as des locaux et tout pour toi. On a mis ton nom, on a mis des pancartes. Renaud Elgozi est ici présent. Ouais, non mais c'est toujours un plaisir de venir ici et surtout toujours un plaisir de partager avec la communauté. Donc c'est super. Et c'est le principe même de l'after produit, donc c'est top. Bon, qu'est-ce que le product management? J'aimerais que vous définissiez le métier de product manager en une phrase pour votre enfant de 7-8 ans. Qu'est-ce que le métier de PM? Moi, je veux bien commencer parce que ça va être plus facile d'être le premier. Donc, bonne chance, Fanny. Pour moi, le product manager, et je vais me référer à une phrase qui n'est pas de moi, mais c'est essayer de construire quelque chose qui est usable, faisable et qui soit business contributif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le product manager, son métier, c'est d'essayer d'intégrer plein de contraintes pour proposer une réponse fonctionnelle, un produit, une solution qui répondent à toutes ces attentes des différentes parties de l'organisation et qui répondent aux besoins des utilisateurs, qui permettent à la boîte de gagner un peu d'argent et qui soient techniquement faisables. Voilà comment je le définirais à mon enfant. Alors probablement qu'il ne comprendra pas tout, mais c'est une ébauche. Alors, mes enfants ont un peu plus que 7 ans, mais à cette époque-là, ce que je leur ai expliqué, c'est que ce sont des personnes qui vont aller observer les comportements des utilisateurs pour être au plus près de leurs besoins, des besoins qui évoluent et qui font cette traduction du besoin utilisateur, des besoins utilisateurs, des utilisateurs, vers les différentes équipes de l'entreprise, donc majoritairement les ingénieurs, pour parler à un enfant de 7 ans, mais qui travaillent également avec l'ensemble de l'entreprise, parce qu'ils prennent en compte tout ce qui va autour du produit, que ce soit les services, le support, le marketing, et qui sont cette pierre philosophale de traducteur de besoins et d'intérêts pour délivrer la valeur via le produit à ses clients, à ses utilisateurs. Si je peux me permettre de rebondir, moi j'aime beaucoup cette notion de traducteur parce que je trouve que le product manager, c'est un rôle qui est de traduction et d'interface avec plein de parties de l'organisation et l'organisation avec l'extérieur. Et du coup, son job, c'est d'être capable de parler suffisamment les différents langages, le langage de la finance, le langage des utilisateurs, le langage des ingénieurs, etc. etc. Donc c'est vraiment ce rôle-là de traduire et de mettre en marche derrière. On parle aussi des fois de chef d'orchestre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe, simplement d'orchestrer un petit peu tout le monde, ou est-ce que c'est quand même plus que ça, selon vous? Vas-y, Fanny.
Je pense que c'est la genèse du métier. C'est ce qui m'a fait choisir une formation il y a très très longtemps. Et dans le petit guide c'était chef de projet multimédia, donc ça remonte encore un petit peu, mais il y a marqué chef d'orchestre 2. Et je trouvais l'image assez intéressante parce que c'est un côté très artistique, la coordination de plein d'instruments différents. Donc ça me parlait beaucoup à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense que la notion de chef change. C'est-à-dire qu'il y a toujours un orchestre, mais il est partie prenante dans cet orchestre-là. Il coordonne, mais il n'en est pas le chef. Donc je mettrais peut-être un tout petit peu de bémol sur le côté chef. Mais en effet, il y a beaucoup d'harmonie à créer. Donc dans cette analogie-là, ça se ressemble pas mal. Ouais, je suis content parce que tu as mis le doigt sur ce qui me gênait, c'était ce mot chef. Et peut-être que la métaphore du foot est un peu meilleure, une espèce de coach, mais avec des individualités très talentueuses. C'est-à-dire que le coach, il est là, c'est nécessaire, il porte une stratégie, peut-être qu'il porte un plan de jeu, il aide les joueurs à exprimer leur plein potentiel. Maintenant, tout seul, moi ce que je raconte souvent, c'est qu'un product manager tout seul, c'est souvent un PowerPoint dans un Slack ou un Notion et il ne se passe pas grand-chose derrière. Donc c'est le chef de rien du tout en fait. Au mieux, il aide à faire en sorte que les choses émergent et qu'on arrive à délivrer quelque chose qui a de la valeur. Et alors maintenant, on a quand même des outils comme le no-code qui commencent un petit peu à sortir et donc il peut commencer à faire des petites choses. Mais c'est vrai que sans le reste des équipes, il ne sert pas à grand chose en tout cas. Je voulais juste dire bonjour à Sandra, à Maverick, à Azap Podcast, à Gauthier et à tout le monde dans le chat. Bienvenue, n'hésitez pas à poser aussi toutes vos questions. Le but c'est aussi qu'on puisse y répondre et que justement vous puissiez sortir grandi de tout ce live. Tout à l'heure tu parlais de chef de projet, Fanny. Finalement, c'est quoi la différence entre PM et chef de projet? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Parce que très souvent, même que ce soit chez Pôle emploi, je pense qu'on va parler de chef de projet. D'ailleurs, dans les rayons du livre, on parle de gestion de projet. Est-ce que chef de projet et product manager, c'est compatible? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose selon vous? Je pense c'est l'origine. C'est-à-dire que on a changé, je pense, de trigonométrie. Je revois sur la couve l'utilisation des doubles diamants. Sur la partie gestion de projet, on n'avait que le triangle de qualité-coût délai et on parlait pas d'utilisateur. On a en gestion de projet un besoin de délivrer. On est surtout collé sur ça et c'est important de délivrer dans les coûts, dans les délais, dans la qualité bien évidemment. Parce que la différence avec le produit, c'est qu'on a un regard plus orienté utilisateur, plus orienté aussi impact. Donc l'impact sur la gestion de projet, elle est de se satisfaire de la delivery, de le faire dans les règles de l'art. Sur la partie produit, il y a une autre couche et un autre objectif qui est sur l'impact utilisateur et l'impact business. Ouais, je peux que plus soir. Non, je suis hyper d'accord. Et pour moi, le product management englobe en tout cas dans une partie de ces activités, des activités de gestion de projet qui sont quand même indispensables. Quand on est au contact avec une équipe de développeurs, par exemple, il faut avoir des méthodologies de gestion de projet. Maintenant, le product manager, il doit quand même garder en tête le besoin utilisateur, comme tu dis, et l'impact, et avoir une pensée peut-être un peu plus large de finalement ce que je suis en train de faire, ça contribue à quoi dans l'organisation. Et mon but n'est pas que ça sorte, mon but c'est que ça ait de l'impact. Et après, il faut aussi que ça sorte pour que ça ait de l'impact. Donc on inverse un peu le séquencement des activités. On avait aussi avant le CEO qui était tout puissant, qui généralement disait il faut sortir cette nouvelle application et on se mettait justement à faire cette application sans forcément se poser le pourquoi, non parce que moi c'est ce que j'ai vécu très souvent, c'était un CEO qui disait il faut faire ça, on faisait exactement ça et ça répondait à aucun besoin utilisateur et donc on tapait à côté de la plaque. Je sais pas si... Ouais, moi mon premier projet, c'était marrant parce que d'ailleurs j'en parle de projet, ma première expérience de product manager, il y a quand même un bon moment, et j'avais 3 fondateurs qui avaient chacun leur vision produit et on a construit quelque chose de super qui répondait aux 3 visions produits et fondamentalement on avait oublié l'utilisateur et ses besoins et donc ça n'a pas pu marcher. Donc c'est très juste ce que tu dis. Après je pense que le CEO tout puissant qui a une idée révolutionnaire ou qui a juste une idée et qui aimerait que les équipes l'exécutent, ça existe toujours, ça existera toujours et c'est très dur je pense de dire à un CEO non ton idée est pas bonne, puisque au départ souvent quand c'est un fondateur c'est grâce à cet état d'esprit, cette capacité à avoir une idée, s'y tenir et la mettre en mouvement et convaincre et y aller malgré les
vents, malgré les marées, qu'il a réussi. Donc, c'est toujours difficile comme posture. Mais oui, le product manager doit être en capacité, en tout cas, de savoir pourquoi on fait les choses et non pas juste qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a cette absorption aussi de ce que le CEO veut. C'est-à-dire que le product manager doit être sur l'early stage, être très en adhésion avec la vision, l'intuition. Je crois beaucoup quand même à une bonne partie d'intuition sur les succès des produits. Quand on n'a pas la data, quand on n'a pas l'accès aux utilisateurs, quand le product market fit n'est pas encore là, on peut pas dérouler à ce qu'on déroule quand l'entreprise a 500 personnes et des user researchers, etc. Donc on fait aussi avec ce qu'on a, mais on s'appuie sur une partie de la méthode en tout cas. Au moment où on a préparé un petit peu cette table ronde, on avait identifié ça, effectivement, que le métier de product manager était finalement différent entre une boîte super early stage, vous êtes le premier PM, vous pouvez vous appeler CPO, mais bon, vous êtes un peu seul, et puis un PM dans une très grosse structure avec des rangs hiérarchiques, etc. Et des ressources, entre guillemets, à disposition qui permettent de prendre les meilleures décisions. Donc c'est pas tout à fait le même métier, et pourtant, je pense qu'on en parlera, mais il y a des fondamentaux communs, et c'est là-dessus qu'on se retrouve tous, en fait. Et justement, on a Gauthier qui nous pose la question. On dit souvent que le PM a une appétence pour l'entrepreneuriat. Selon vous, c'est une qualité essentielle ou le PM est un bon numéro 2 dans une entreprise early stage ou même à un autre niveau de maturité? Mon point de vue là-dessus, c'est que oui, il a une appétence pour que les choses se passent. Et je pense qu'il est quand même moteur dans l'organisation. Enfin, des PM que j'ai pu rencontrer, il y a quand même toujours une envie de faire bouger les choses. Et voilà, on y va, et allez les gars, et on va réussir, on va faire ça, etc. Donc, il y a cette envie de faire bouger les choses. Après, ça peut se traduire par de l'entrepreneuriat, mais comme d'autres manières, et rester dans l'entreprise, mais garder cette énergie-là. Donc, c'est là-dessus que je suis assez d'accord, oui. Je pense que ce qui manquerait dans la couche entrepreneuriale, c'est le côté risque. C'est-à-dire que le PM n'a pas ce risque-là de planter la boîte si la release ne sort pas. C'est donc un petit peu différent. Après, il prend des risques sur son scope. Il les gère, mais il n'est pas tout seul. Je pense que la solitude de l'entrepreneur est un petit peu différente. Voilà. Après, est-ce que si la feature ne fonctionne pas, est-ce que c'est pas le PM qui est en première ligne généralement Quand ça marche chez tout le monde et quand ça marche pas, c'est le PM. Ouais, bon, du coup, il y a un mini risque. Oui, mais c'est un risque pas, très minime. Ouais. C'est pas une boîte. L'insatisfaction est différente, mais le risque, on peut pas le comparer. Et comment on fait pour savoir qu'on est fait pour ce rôle finalement de product manager? Parce que là, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des valeurs communes, des choses que tous les PM ont? Est-ce que finalement, c'est éclaté? Qu'est-ce qui fait qu'on est fait, en tout cas selon vous, pour être un bon futur PM ou un bon PM? Je peux commencer. Je ne sais pas si c'est exhaustif ou exclusif d'ailleurs. Moi, j'ai le sentiment que pour être un bon PM ou sentir qu'on a envie de faire ça, et pareil, préparation, on se replongeait un peu dans notre passé. Je pense qu'il faut avoir le désir de quand même trouver des solutions. Faut avoir l'envie face à des problèmes de se dire, et ça peut apparaître très tôt, de se dire ah non mais on pourrait faire comme ça, et pourquoi on ferait pas comme ça, et j'aime, voilà. Donc il y a ce désir d'apporter des solutions à des problèmes. Il y a une capacité, ou en tout cas un désir d'écouter l'autre et de l'apprendre l'autre, ce qu'on peut appeler empathie, mais c'est se dire je me mets dans la place de l'autre et j'essaye de savoir ce qu'il ressent, ses souffrances, ses douleurs, mais ses moments de joie aussi, pour après proposer la meilleure solution possible. Donc je le tournerai assez autour de la solution avant de parler de l'impact, de la discovery, etc. Pour moi, il y a empathie et voilà, désir de construire quand même, parce qu'on construit plus qu'on ne déconstruit quand on est product manager. Je te laisse rajouter des éléments. Après, il y a plein de critères qui sont proches d'autres métiers, mais il faut être curieux. Il faut avoir envie de se déconstruire aussi quand on reconstruit derrière, parce qu'il faut désapprendre souvent de ce qui a marché 3 mois plus tôt. Donc assez humble aussi par rapport à des résultats passés, et aussi par rapport au reste de l'équipe, parce qu'en fait, comme tu disais, on peut faire des PowerPoint, mais tout seul on ne fait pas grand-chose. Donc même si le no-code aide à concevoir, mais on est quand même extrêmement dépendant, et on est aussi le vecteur de la construction de l'idée. Il faut trouver quand même un bon scope. Donc il faut être aussi synthétique, analytique, et aimer travailler avec les autres, et vraiment dans une transversalité très riche, et donc parler tous ces langages-là. Je pense que effectivement, être curieux est fondamental pour être un bon product manager.
Ça, c'est même une des qualités principales, je pense, pour être product manager. D'ailleurs, vous dans le chat, c'est quoi vos 3 adjectifs, je pense, qui font, selon vous, un bon product manager? Ça serait intéressant de savoir ça. On voit aussi de plus en plus qu'il y a des métiers où il y a product avant. On a product marketing manager, on a product manager, product designer, product ops, product data, même si pour l'instant c'est un petit peu, on va dire, mouvant comme terminologie. Est-ce qu'on a des spécificités dans le métier de product? Est-ce que c'est du product management et en fait finalement ça s'est éclaté? Comment vous voyez ça, cette spécialisation du product management? Est-ce que c'est une même personne qui peut tout faire? Est-ce que c'est des différentes personnes? Je pense que dans le skill set d'un product manager, il y a toutes ces facettes-là qui ne sont pas exprimables dans un cycle de squad, dans un cycle de discovery, delivery. Il y a énormément de choses à faire. Est-ce que ces métiers, en tout cas ces spécialisations qui arrivent au fur et à mesure, qui existaient dans d'autres verticales, apportent, c'est que ça permet au product manager de se recentrer sur ce qu'on en parlera peut-être dans les autres tables, sur la recherche, sur le contact utilisateur, la veille marché, et d'avoir d'autres supports et d'autres collègues pour compléter en fait ces autres rôles de go-to-market, de research, de data. Je crois beaucoup au product data analyst. On a eu la chance d'en avoir et c'est très, très game changer. Donc, dans une semaine ou dans un sprint, tout ce qui est mis sur la table d'un product manager est énorme au final. Donc, pour pouvoir faire la part des choses et se concentrer sur le cœur de son métier, c'est important d'avoir des relais, ce qui est moins possible dans une petite structure et qui est de plus en plus possible dans des plus grandes structures. Ouais, c'est évident que plus la structure grossit, plus il y a une spécialisation. Moi, je pense que c'est... de toute façon, c'est comme ça, c'est inexorable. Ça questionne quand même le job de product manager généraliste, et je pense généraliste dans une grosse structure, non pas généraliste dans une petite structure où là, il faut faire les choses et prendre le périmètre qu'il faut prendre. Mais toutes ces couleurs, toute cette façon d'appréhender le produit sont nécessaires et indispensables pour faire un bon produit. Et donc le plus proche, ces couleurs sont mises ensemble, le meilleur produit on arrivera à construire, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête en fait. Et puis c'est super, effectivement, des product data analysts, c'est incroyable parce que ça permet de prendre des vraies bonnes décisions, de savoir l'impact, etc. Des product designers, c'est des personnes qui sont capables d'aller sur le terrain, de maqueter, d'avoir des feedbacks utilisateurs, de nourrir l'équipe, etc. Et il y a même des product ingénieurs, je ne sais pas très bien ce qu'on met derrière, mais donc je pense aussi que le mot produit rajoute une couche un peu de fancy et de cool et tout le monde se raccroche à cette fausse histoire du product manager et le CEO. Alors si je rajoute produit, moi je suis un peu CEO aussi, le CEO du produit. Je sais pas comment ça va durer dans le temps, mais fondamentalement il y a plein de façons de faire du product management en fonction des skills de chacun et de leurs compétences et de leurs appétences, et donc ça se retraduit par des job titles, des titres un peu différents. Et du coup, on parle de titres, vous avez aussi des titres, vous, j'entends du CPO, du Head of, du VP. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, je suis intervenu dans une école la semaine dernière, je leur parle de CPO, de Head of, c'est hyper vague, on doit parler de hiérarchie généralement pour que ça parle aux gens, on va dire. C'est quoi, selon vous, là, quels sont les types de hiérarchie ou de titres qu'on peut avoir en tant que product? Moi, et Fanny, tu me corriges si t'es pas d'accord. Moi, je le vois comme le track managérial du product manager. Donc, je vais peut-être devenir lead PM, puis head of, puis VP, puis CPO. Voilà, dans une construction pyramidale hiérarchique, qui est le track assez courant, notamment en France. Autour du product management pour progresser. Je trouve qu'on ne parle pas assez du track de IC, donc un individual contributeur où on construit une expertise. Là, ces derniers temps, je regardais beaucoup les startup studios où fondamentalement on cherche des gens qui ont des expériences très fortes, des 10 ans, des 15 ans d'XP, et qui en même temps vont être seuls PM, et ça serait très à lancer des projets, donc ça serait très prétentieux de les appeler CPO, et pourtant c'est des gens qui ont de la valeur. Donc pour moi, ces titres-là sont des titres de progression managériale, voilà, comme n'importe quel autre titre dans d'autres départements, marketing, tech, etc.
Et puis on réduit les couches en fonction de la taille de l'entreprise. Tu peux avoir une entreprise avec peut-être une dizaine de squads et où tu retrouveras des leads, des principals, donc qui sont sur la partie contributeurs, ou des head-off, des directeurs product aussi. Donc on a aussi la possibilité d'avoir les deux, donc ça perturbe. Des VP, des CPO et tout ça, en fait, on a une strate de qui est-ce qui est plutôt dans la squad, qui est-ce qui est plutôt un management de plusieurs product managers. Tu peux avoir un head-off chez Google, il a potentiellement 40 squads différents. Tu prends un head-off peut-être sur d'autres startups. Ici, il y a peut-être un PM. Donc, le titre ne définit pas le scope et la responsabilité. Il faut aller un peu plus loin dans la fiche de poste et dans la taille de l'entreprise pour en savoir plus. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Fanny, et c'est l'activité est fondamentalement plus importante, et plus on progresse dans l'organisation en termes hiérarchiques sur des postes de head-off, etc., plus on va travailler sur des systèmes organisationnels, de la culture, du partage d'informations, etc., peut-être de la stratégie à plus long terme. Et après, plus on va continuer à progresser, plus on va prendre les différentes couleurs du product management, on va les associer ensemble, et la responsabilité, elle va être comment on agence ces différentes couleurs. Moi, je le vois comme ça, l'évolution, et ce qui explique différents titres, effectivement, mais fondamentalement, comme tu le dis, le même titre dans différentes organisations cache des réalités bien différentes. On a plein de questions. Du coup, déjà, on a Gauthier, Rem et plein d'autres personnes qui ont donné aussi leurs 3 qualités qu'il fallait pour un product manager. On a curieux, pragmatique, créatif, curiosité, humilité aussi, visionnaire, pragmatique aussi qui revient. Gauthier qui nous pose la question, qu'est-ce qu'un PM dans un grand groupe du CAC 40 ? Suis-je vraiment en capacité de suivre le manifeste agile et la discovery dans ces grands groupes, selon vous ? Alors moi, j'ai pas d'expérience dans des grands groupes. Fanny, peut-être t'as ? Je suis dans une succursale de grands groupes, donc mais peut-être. La différence, c'est la culture produit dans l'entreprise, je pense, si elle est développée ou pas. Si dans un grand groupe, dans une division innovation, voilà, il y a des efforts qui ont été faits sur la culture produit, sur les méthodes. Il y a une forte probabilité pour que le playbook puisse se dérouler. Dans celles qui n'ont pas encore fait cette transformation, ça va être plus compliqué. Après, il y a des boîtes qui ont des cultures très fortes autour de l'agilité. Et donc, si c'est ce type de structure qui l'intéresse, c'est là qu'il devrait aller, en fait. Je le tournerai comme ça. C'est bien de savoir qu'on a envie d'être dans un environnement qui essaye de mettre en application le playbook agile ou d'autres façons de travailler. Je pense par exemple à Conto, qui a sa façon de travailler qui est hyper intéressante. Donc, si c'est ça qui le fait vibrer, c'est là, dans ce type d'entreprise qu'il doit aller. Moi, le deuxième truc, c'est qu'on parle souvent de discovery comme un terme, comme le saint graal du product management. Ouais. La discovery se fait aussi au niveau de la réponse fonctionnelle. Et peut-être que ça ne sera pas une discovery autour du besoin, mais ce qui, dans la réalité d'un product manager, arrive quand même assez peu, mais plutôt une discovery de mais c'est quoi la bonne réponse, comment je valide mes hypothèses, qu'est-ce qu'on met derrière, comment je fais pour le tester à moindre coût, etc. etc. J'espère que Gauthier, tu as ta réponse. En tout cas, j'ai travaillé dans une entreprise de CAC 40 et j'ai trouvé qu'il y avait aussi quand même plus de politique. Oui. Et donc c'est compliqué des fois d'avoir cette partie-là d'agilité, de pouvoir itérer, de pouvoir aussi être juste transparent. Je sais que de mon expérience personnelle, j'avais dit ce terme transparence et on a rigolé à ce moment-là. Donc voilà, c'était un petit, ça peut être compliqué des fois, mais il y a certaines entreprises qui font partie du CAC 40 où il y a cette mindset agile. Et il y a des entreprises pas du CAC 40 qui n'ont absolument pas le mindset Exactement. agile. Donc des startups qui sont terribles sur l'agilité et où le CEO dit « get things done ». Donc, exactement. Après, je pense que ça a évolué parce qu'il y a une vraie prise de conscience de cette proximité utilisateur, de cette bonne réponse via le digital de ces entreprises qui n'ont peut-être pas transformé non plus à temps, et une transformation qui se fait potentiellement dans la douleur maintenant, mais qui est forcée par le marché, par les usages, et sinon il meurt. Sinon tu meurs, exactement. C'est vraiment exactement ça. C'est la même phrase. C'est terrible. On a d'autres questions. On a Azap Podcast qui nous pose la question. Quelle forme permet d'exprimer de la façon la plus engageante et claire possible un problème utilisateur ? Moi, je trouve que la meilleure façon d'exprimer un problème utilisateur, c'est de raconter de l'histoire dans les baskets de l'utilisateur, avec à la fois les problèmes concrets qu'il rencontre et les émotions qu'il ressent.
Et à partir du moment, moi je suis un fervent défenseur du storytelling, je pense que c'est une façon de faire du produit qui est indispensable, puisque à partir du moment où on est aligné sur l'histoire, eh ben, les choses vont quand même beaucoup mieux. Donc cette histoire-là, il faut la raconter dans les baskets de l'utilisateur et raconter une histoire. Et c'est raconter une vraie histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève le matin, il rencontre tel problème, qu'est-ce qu'il ressent, il y repense, etc. Et à partir du moment où on arrive à combiner à la fois de l'émotion, du ressenti et des problèmes concrets, là, on arrive à proposer à l'équipe, au management, une belle histoire sur laquelle on peut débattre. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Bon. Et deuxième point, c'est de l'alimenter avec de la data, qu'elle soit qualitative ou quantitative. Voilà, essayer d'avoir des faits pour backer cette belle histoire qu'on raconte, parce que, bon, une fois qu'on a raconté la belle histoire, la vraie question, c'est oui, mais en fait, ça concerne combien de personnes? Qu'est-ce qu'on va y gagner? C'est quoi l'impact? Donc, il faut être solide là-dessus. Je suis d'accord avec ça. Ce que je rajoute dans le « qu'est-ce que ça n'est pas », c'est le grand piège sur lequel on tombe régulièrement, c'est il ne peut pas appuyer sur ça, il ne peut pas faire ça. Et en fait, on a toujours tendance à se rapprocher du fonctionnel, de la solution, et de décrire un problème parce qu'il manque une feature. Donc, pour s'extraire de ça et de passer par l'émotion, par l'expérience et par raconter vraiment l'histoire du besoin, qu'est-ce qu'il essaye d'atteindre et quel est son objectif, ça permet d'universaliser la problématique. Ouais, et souvent, quand on regarde le concept du job to be done, souvent, et donc, faut regarder, mais souvent on explore aussi comment les gens trouvent des chemins de contournement pour répondre à leurs besoins sans forcément utiliser le produit ou le service qu'on imagine. Et donc, c'est aussi rigolo de raconter ça, en fait. Les utilisateurs sont des hackers. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le storytelling, je sais que c'est hyper important pour toi, Renaud, pour avoir bossé avec toi. Et c'est hyper complexe à être un très bon storyteller aussi. Est-ce que vous avez des clés d'ailleurs pour faire un bon storytelling? À part se mettre à la place de l'utilisateur? Est-ce qu'il y a des clés? Non, c'est une super bonne question. Je pense qu'il faut pas avoir peur de laisser parler ses émotions. Et puis, il y a quand même des techniques. Une histoire, il y a un moment waouh au début, et puis il y a un événement qui va perturber la situation initiale, et puis le héros va essayer de trouver des solutions, peut-être qu'il va aller chercher des alliés, et puis il va y arriver peut-être. Va y avoir une grande confrontation, et puis il va y arriver. Donc si on se raccroche sur des histoires, et vous pouvez prendre en exemple des histoires de Disney par exemple, ou des James Bond, voilà, si vous aurez raccroché à ça, vous avez une trame de storytelling qui vous permettra après d'y raccrocher des éléments qui vous importent. Et donc ça, c'est une méthodologie quand vous faites un pitch devant, je sais pas, 50 personnes, et vous devez raconter votre vision, votre strat, etc. Voilà, ça s'applique pas au quotidien quand vous devez raconter une US. Bon, bah là, il faut peut-être la raconter de la manière un peu plus directe que partir sur un James Bond. C'est important de la personnifier, c'est-à-dire de rapprocher un utilisateur qui est connu, pas forcément un client, mais en tout cas, si dans la maturité produit, il y a déjà des personas qui sont définis, d'arriver à se rendre compte de qui ça touche. Et de pouvoir ensuite, sans tomber dans l'anecdote, parce que si c'est un client qui a demandé un truc et qu'on raconte toute cette histoire autour de ce client, ça frôle l'anecdote et ça ne va pas toucher grand monde. Donc de pouvoir après s'appuyer sur l'ensemble des datas, comme disait Kali, Kanti, qu'on peut avoir pour le baquer et dire c'est pas que José qui a ce problème-là, mais c'est 80% 2, 60% ou 3. Mais voilà, il faut pouvoir sortir de l'anecdote sur ce storytelling-là pour dire ça concerne tant de personnes. Si je peux continuer sur le sujet, moi ce que je demande souvent quand on essaie d'écrire ou de raconter une histoire, c'est de dire mais à la fin, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Et de l'écrire noir sur blanc et que ça soit le début de ta trame, que tu te dises mais c'est ça, j'ai envie qu'ils retiennent ça. Et une fois qu'on a ce point-là qui est fixé, déjà ça va beaucoup mieux et ça permet de se rechallenger. Et le deuxième point, c'est parfois on n'est pas à l'aise pour raconter l'histoire et faire venir un client, un utilisateur pour qu'il le raconte ou prendre des quotes, etc. Ça aide et ça a tellement d'impact. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est le 1 qui est censé représenter, donc parfois c'est un peu de la triche, mais mettre une quote, trouver un client qui est capable de raconter son problème et son histoire, vous allez voir d'un coup toutes les portes vont s'ouvrir, ils vont dire ah bah oui c'est extrêmement important ce sujet, allez il faut qu'on trouve une solution. Donc le client a raison. Ouais bah oui et voir quelqu'un qui vit la situation et qui l'exprime dans ses propres mots, c'est terriblement fort. Du coup dire Charlie a dit et ainsi de suite. Ouais, voire même faire venir Charlie à côté et dire Charlie va vous raconter son quotidien.
Est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça ou est-ce que vous voulez qu'on aide Charlie? Je pense que tout le monde va vouloir aider Charlie. On a d'autres questions. Tac. Jojo le boss. Hello Marcel, merci pour ce live. J'ai une question. Quelles sont vos convictions concernant le poste de PM en full remote? Je vois de plus en plus d'offres pour ce type de poste, surtout en startup. Mais je me demande s'il n'y a pas de risque, distance avec l'équipe tech, avec le business, pas d'effet de machine à café, pour créer du lien et des discussions informelles. Quel est votre avis sur le sujet? Merci. Je pense qu'on a eu une petite période où on n'a pas eu le choix. Ouais. Donc ça a permis aussi de se rendre compte des limites ou de pouvoir mettre en place des choses qui coupent un petit peu cette solitude dans le bureau ou dans la cuisine qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a pas mal si tout le monde est full remote, c'est facilitant. Le biais qu'on peut avoir, c'est quand une partie de l'équipe est ensemble. Et que du coup, le PM potentiellement est lui très très loin. Et qu'il se crée un contact, un échange, la machine à café et le reste sur le reste de l'équipe auquel le product manager ou n'importe qui d'ailleurs dans l'équipe ne participe pas. Donc cette désynchro, elle peut être embêtante, mais dans n'importe quel type de métier. Pour compenser ça, après on a des outils maintenant pour créer du lien, faire des événements, des jeux, des donuts café, c'est des sortes de petits artefacts qui permettent de maintenir cette connexion un peu informelle. Je pense que le remote first oblige en fait à sortir un petit peu de son agenda Google ou autre qui est complètement bloqué dans tous les sens et de trouver des espaces de respiration pour créer de la connexion et qui va au-delà de alors ça s'est passé comment ton sprint, donc d'avoir d'autres moments que les cérémonies pures agiles. Ok. Oh, je suis tout à fait là. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il faut peut-être qu'en début de carrière, du full remote, ça me paraît peut-être un peu compliqué. Voilà. Moi, et dans une équipe hybride, dans un système hybride, effectivement, l'hybride, c'est quand même parfois un peu dur. Voilà, je pense que c'est bien si on arrive à se rencontrer pour de vrai. Et dernière question par rapport à cette table, en tout cas prise du chat, et on continuera avec les autres invités. Est-ce qu'on peut être un excellent PM, mais un chef de projet moyen? Ou inversement, est-ce qu'on peut être un excellent chef de projet et un PM moyen? Oui. Il faut détailler. Ça dépend du mindset, je pense. Là, dans les critères qu'on n'a pas listés sur un bon product manager, il y a aussi la rigueur. Donc un product manager qui a une tendance plus artiste, qui est un peu tout feu tout flamme sur plein de choses et qui veut faire plein de choses, qui est au contact de ses utilisateurs, oui, qui est curieux, oui, qui a l'empathie, oui, qui parle à tout le monde, oui, mais qui ne les livre pas. Au final, en fait, on n'arrive pas à avoir de l'impact, on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. Et dans l'autre sens, c'est aussi vrai. Il ne faut pas avoir la moitié du verre, en fait. On a besoin d'avoir toutes ces composantes-là pour être un bon product manager. J'apporterai une petite nuance, moi. Pour moi, c'est OK à partir du moment où la personne est au courant et l'annonce et on travaille autour de ça. Par exemple, le rôle de product owner, qui est souvent rattaché au product management, peut être pris par une autre personne de l'équipe sur la partie très délivrée, et puis le product manager s'occupe d'autres activités. Donc à partir du moment où la personne a la maturité suffisante pour dire moi je suis un très bon chef de projet, par contre sur la partie discovery c'est pas là où je suis le meilleur, et puis j'ai essayé de compenser ça en me demandant de l'aide aux autres, je pense qu'on peut s'en sortir. Voilà. Dernière question, vos lectures préférées? Alors, moi, ça va pas être une lecture préférée. Par contre, je recommande... je recommande à tout le monde de lire Good Product Manager, Bad Product Manager de Ben Horowitz, qui est sorti il y a une quinzaine d'années. On en parlait avant la table ronde, qui pour moi reste extrêmement pertinent. Voilà, donc lisez ça. Et moi, je l'ai relu là et je me suis dit, mais purée, ouais, c'est vrai, il y a des trucs que je fais vraiment pas bien, quoi. Enfin, il faut que je m'améliore. C'est ça un bon product manager. Donc ça reste pertinent, ça a 15 ans et pourtant, donc lisez ça, Good Product Manager, Bad Product Manager, Ben Horowitz, et lisez tous les contenus de le fonds d'investissement américain A16Z, donc A16Z. Voilà, c'est hyper intéressant sur le marché global
du digital. Et je pense que notre vocation aussi, enfin, je pense que des gens qui font ce métier de product manager, c'est aussi qu'ils ont envie d'être partie prenante du futur. Et donc c'est intéressant de voir de quoi demain sera fait, ou en tout cas les différentes versions du futur auxquelles on pourrait avoir accès. Je dirais sur la base Linux. C'était un des premiers bouquins qui m'a fait réaliser que ce qu'on avait improvisé, il y avait quand même une littérature ailleurs. Peut-être Melissa Perry, Escape from the Build Trap, surtout quand on démarre, pour confronter la gourmandise de vouloir délivrer régulièrement des fonctionnalités sans satisfaire versus apporter quelque chose d'autre. Et sinon, je vais être au-delà des lectures, les rencontres. Voilà, je pense qu'il y a des réseaux produits qui existent et je pense qu'on apprend aussi en confrontant, comme on fait aujourd'hui, des perspectives, des expériences et qu'on puisse continuer de faire évoluer ce produit, lapsus, ce métier. Vous n'avez pas cité le guide du product management, vous êtes bien sûr. Non, mais je comprends qu'on ne veut plus faire de publicité. Je savais que tu allais le faire. L'Arcom, En tout cas, merci infiniment d'être intervenu sur cette table ronde.